comment bien manger. Et ça, c'est une question, enfin, je pense que quand on s'intéresse à cette question, on se rend compte qu'il y a 36 régimes potentiels, si ce n'est beaucoup plus. Chacun prétend et peut même arguer de résultats. On dit un tel qui a des témoignages. Alors, j'ai guéri grâce à ce régime, grâce à ce régime. Et puis, on se rend compte en même temps que ce n'est pas du tout systématique. C'est-à-dire qu'une personne va adopter ce régime-là et ne va pas du tout avoir les résultats escomptés. C'est pour ça que moi, je m'intéresse beaucoup à ce que tu proposes, qui est une approche beaucoup plus basée sur les besoins propres de l'individu. Tu as appelé ça, la chaîne, tu as appelé ça l'alimentation sensorielle. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus, s'il te plaît? J'utilise plutôt l'adjectif naturel. Hein. C'est Dominique qui utilise l'adjectif sensoriel, mais ça revient un petit peu au même. C'est la même chose. Il faut bien définir ce qu'on veut mettre derrière. D'abord, peut-être une petite remarque préliminaire. Le mot régime, c'est le premier mot que tu as prononcé, et il vient du latin regerere, qui veut dire interdire, si tu veux. Hein. Donc, effectivement, toutes les démarches qui sont basées sur de la minoration, de l'interdiction de certaines catégories alimentaires, c'est quelque chose qui, pour l'esprit, est un petit peu rebutant et ça coince un petit peu. Et c'est sans compter que les régimes, la plupart du temps, partent dans des raisonnements qui sont compliqués et tout ça, qui demandent voilà, une concentration intellectuelle. Alors, est-ce que c'est nécessaire pour aborder comment bien manger de partir dans un réseau de déduction compliquées qui vont avoir comme but d'interdire certaines catégories alimentaires? C'est la question déjà qu'on peut se proposer en remarque liminaire. Hein. Donc, nous, ce qui nous est arrivé, disons, je parle au nom de la démarche de l'alimentation naturelle instinctive, hein, j'expliquerai peut-être si ça intéresse les lecteurs de Régénère, les mots qu'on a employés historiquement. Oui. Ça sera intéressant d'avoir un glossaire un petit peu, tu vois, parce qu'il y a voilà, des mots. Faire un petit glossaire, oui. Exactement. Volontiers, je le ferai. Bon, sans prétendre qu'il soit exhaustif, mais aussi assez complet, qu'on ne fait jamais d'ailleurs. Les concepts fondamentaux, quoi, finalement, de l'alimentation, voilà, qui sont souvent très, très neufs pour les gens. Donc, en fait, c'est parti d'une situation qui était conflictuelle, qui était une situation de maladie dans l'organisme d'un pionnier qui n'avait plus beaucoup de chances de vivre, tenu qu'il était par un cancer qu'on venait de lui détecter à l'âge de 26 ans. Et donc, il s'est posé la question, voyons voir, est-ce que c'est normal de mourir à 25-30 ans? Est-ce que ça fait partie des lois de la nature ou est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part? Et dans ce quelque chose qui cloche, ça pourrait être quelque chose qui fait que on n'a pas respecté, on a raté quelque chose dans la manière d'aborder son alimentation. Donc, c'était ces deux voies qui étaient possibles, telles qu'il représentait la chose dans son esprit, tenu qu'il était par cette maladie, un cancer de la gorge précisément. Et donc, déjà se positionner comme ça a fait venir peut-être, ça va être un peu rigolo, mais une réponse qui est venue par la providence, en fait. Il y a une expérience involontaire qui a été faite, qui était celle de constater, en fait, qu'un aliment naturel, tel que nous les donne la nature, c'est-à-dire sans aucune transformation, eh bien, on a un comportement avec lui qui est variable d'un jour à l'autre. C'est-à-dire que tantôt, on peut être attiré, on peut le trouver bon et agréable et avoir envie de le manger. Et puis tantôt, on peut le trouver désagréable, voire repoussant, et on n'a pas du tout envie de le manger. Et donc, c'est ce constat de départ qui a fait transiter sur la question suivante, qui était la chose qui était formulée ainsi. Dans l'ensemble du système composé entre l'aliment et l'opérateur, qu'est-ce qui a changé entre les différentes fois? Puisque une fois c'est agréable, une fois c'était désagréable, une fois de nouveau agréable, une fois de nouveau désagréable. Qu'est-ce qui a pu changer? Et c'est là que l'idée a émergé de se dire que ce qui a changé, c'est la nature de l'organisme de l'opérateur, puisque l'aliment n'avait pas changé, il n'avait pas défraîchi, il n'avait pas péri. C'était toujours le même produit, parce que généralement, quand quelqu'un te dit j'aime tel produit, c'est une espèce d'absolu, il les aime toujours dans toutes les conditions. Voilà, exactement. Là, c'était variable. Donc, c'était quand même un fait nouveau qui n'avait jamais été constaté avant. C'était ça le fait nouveau. Et donc, l'idée a germé de se dire ce qui a changé dans l'ensemble du système. Il faut considérer le système d'abord de l'aliment et de l'individu, en fait, et de l'organisme de l'individu. Donc, qu'est-ce qui a changé entre les différentes fois? Eh bien, l'idée a germé d'une manière tout à fait spontanée, en même temps assez évidente, c'est qu'il y a quelque chose qui a changé dans la nature de l'organisme de la personne.
Donc, tantôt, la personne peut être en adéquation avec l'aliment et il va le manger. Tantôt, elle n'est pas en adéquation avec l'aliment et il ne faut pas qu'il le mange. Il n'a pas envie de le manger. Donc, c'est ce fait-là générateur qui a été ensuite, donc cette expérience avec cet aliment, un aliment donné précis, a été renouvelée avec tous les aliments conventionnels, tous les aliments de la table, avec d'autres aliments, disons, similaires au premier aliment. Hein. Et puis, on s'est aperçu qu'en fait, il y avait deux catégories alimentaires. Il y avait les catégories alimentaires, une catégorie alimentaire comme le premier aliment que j'ai cité, qui se comportait comme lui, et puis une autre catégorie alimentaire où justement, on avait une perception qui était stable dans le temps. Entre les différents jours, c'était stable. Il n'y avait pas de transformation de la perception. Voilà, il y avait pas de, la perception était stable, était permanente, de jour en jour, c'était la même chose. D'accord. Voilà. Et donc, on s'est dit, alors à ce moment-là, quand on a des aliments qui sont dans cette catégorie-là, et je vais te dire ce qu'il y a dans cette catégorie-là, oui. Voilà, on n'a pas de variation de perception, donc on ne peut pas savoir si on doit le manger ou pas le manger. Oui, donc on retombe sur notre première question des régimes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit manger? Voilà, qu'est-ce qu'on doit manger? Il n'y a pas d'indicateur, il n'y a pas d'information qui nous est renvoyée, alors que dans la première, il semblerait qu'il y ait une information qui nous est renvoyée. Voilà, donc on va peut-être essayer de se concentrer sur la première catégorie. Donc la première catégorie, on a trouvé des fruits, des légumes entiers issus des jardins et des vergers, si tu veux, sans aucune préparation, aucun mélange, aucune trituration, aucun broyage, aucune extraction de jus, rien du tout, avec des aliments entiers, bruts, intègres, donc bien sûr sans cuisson, sans préparation, sans aucun procédé thermique, bien sûr. Eh bien, on a cette indication, cette variation qui va pouvoir nous guider. Alors que dans l'autre catégorie, on a retrouvé tous les aliments préparés, les aliments cuits, bien sûr, toutes les préparations alimentaires, les jardinières de légumes, les viandes sous toutes grillées, frites, sous toutes les formes, en sauce et tout ce que tu veux, le cuit vapeur et tout ça. On trouvait tous les aliments préparés dans l'autre colonne. On ne pouvait pas avoir d'indication directe dans l'interaction avec l'aliment. Alors que la première colonne, la première catégorie, si tu veux, on avait une interaction, des signaux, en fait, des signaux sensoriels, hein, parce que j'explique un petit peu mieux, il y avait non seulement une odeur agréable, quand on le goûtait, il y avait un goût qui était agréable, généralement conforme à l'indication de l'odeur, et puis en même temps, surtout, il y avait une présalivation et une insalivation concomitante dès qu'on met la première bouchée en bouche, quoi, hein. Il y a une présalivation, donc avant introduction en bouche, pas forcément toujours, mais très souvent, on a remarqué que c'était présent. Puis ensuite, dès qu'on met en bouche, il y a une insalivation immédiate, comme si on avait l'ajustement, disons, salivaire, en fait, avec l'aliment. D'accord, ok. D'accord. Et donc ça, toute forme d'altération, quelle qu'elle soit, arrêter ce processus. Exactement. Donc, par la suite, tout ça s'est approfondi. Ça n'a pas été, disons, clair. Tout ça. Enfin, la direction était claire, mais il a fallu du temps pour préciser, disons, les différentes perturbations. On a été amené, l'expérimentateur de base et tous ceux qui l'ont rejoint par la suite, on a été amenés tous ensemble à faire l'inventaire des procédés, en fait, des procédés de transformation qui affectaient cette variabilité, qui semblait être très importante de conserver pour avoir une manière de se guider, quoi, vers comment manger, justement, répondre à ta question initiale. D'accord. Il y a un mot que quand on s'était rencontrés, tu avais utilisé, j'aimerais bien que tu le redéfinisses, c'était le mot d'aliesthésie. Parce que est-ce que c'est tout ce concept-là qui est rassemblé dans ce mot-là? Un petit peu ça, sauf que ce n'est pas nous qui l'avons inventé, ça a été utilisé par une équipe de Lyon qui cherchait dans les années 1960, qui cherchait à savoir quelle était l'appétence alimentaire, donc l'attirance vers les aliments, sans considérer de catégorie. Hein. C'est l'attirance générale chez les aliments, donc avant l'heure du repas, et puis après l'heure du repas ou après un repas, quoi. Donc, il s'est aperçu que l'attirance, l'appétence pour l'aliesthésie, il appelait ça l'aliesthésie générale, vers les aliments était plus faible après le repas qu'avant le repas. Ça, on pouvait s'en douter, mais il l'a vérifié scientifiquement. Et donc, nous, on a repris ce terme-là en parlant d'aliesthésie olfactive et d'aliesthésie gustative. C'est donc cette notion d'ajustement qualitatif, en fait, entre la qualité des besoins de l'organisme à un moment donné et la qualité d'un aliment parmi un choix de plein d'autres aliments naturels, donc sans aucune transformation.
eh bien, ce choix se fait de manière très sélective d'une personne à l'autre et même d'un jour à l'autre. Voilà. D'accord. Et ça, on appelait ça l'aliesthésie olfactive et ensuite l'aliesthésie gustative, puisque le goût coopère en fait et travaille de concert avec l'odorat D'accord. face à des aliments naturels. Donc c'est pour ça que finalement, dans cette approche-là, il était important de ne pas exclure une seule catégorie d'aliments, parce que les besoins pouvaient s'exprimer de la façon la plus large et la plus… Voilà. Alors D'accord. là aussi, on a mis plusieurs dizaines d'années avant de concevoir les différentes catégories alimentaires qui correspondaient, qui allaient. Est-ce qu'il fallait… au départ, la démarche était… On avait rejeté, par exemple, les protéines animales, parce que ça nous paraissait ne pas devoir, a priori, intellectuellement, comme ça, faire partie de la plage alimentaire naturelle de l'homme. On a défini donc cette notion qui va avec ça, c'est-à-dire que une espèce animale, elle a dans son biotope d'origine, elle a une plage alimentaire qui correspond à ses besoins. Forcément, si elle vit dans un biotope, c'est cette notion d'ailleurs en écologie qu'on met en avant de plus en plus maintenant, là, c'est cette notion d'écosystème, c'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer une espèce vivante, quelle qu'elle soit, l'humanité entre autres comme les autres, une espèce vivante indépendamment du biotope dans lequel elle vit. Oui. Donc nous, on a avancé cette notion, j'explicite cette notion de plage alimentaire. Donc notre questionnement est devenu très très rapidement, pour définir ce qui était dans la colonne qui nous intéressait, n'est-ce pas? Voilà, pour définir précisément et complètement tout ça, la question, c'était quelle est la plage alimentaire de l'être humain, en fait. D'accord. Et tout ça, donc tout ça, ça s'est fait de façon très empirique au début. Absolument, ça a été toujours, toute la démarche, et encore aujourd'hui, elle est foncièrement scientifique. Donc, dans toute approche scientifique, il y a une part importante qui est réservée à l'expérience. Et on ne cesse d'aller vérifier les choses qui nous apparaissent de pouvoir être émises comme un axiome ou un théorème, si on veut, ou une loi. Voilà, on les émet à un moment donné, mais on va vite les vérifier dans de multiples conditions pour voir si c'est vrai, quoi. Donc, c'est sans arrêt, la démarche scientifique, c'est sans arrêt, en fait, un aller et venir entre l'expérience concrète, la vérification et l'énonciation, en fait, de lois naturelles. Donc, s'il y a des lois naturelles qui gouvernent, en fait, l'alimentation humaine, en fait, eh bien, donc nous, on est parti avec notre bâton de pèlerin, si tu veux, comme pour essayer d'aller à leur découverte. Tout simplement avec une certaine posture d'humilité et de modestie naturelle, qui est aussi prendre en compte le fait que notre cerveau est issu du vivant, donc il ne connaît qu'une faible partie du vivant, et donc il faut être très humble et fonctionner, avancer, disons, pas à pas. Et donc, tu m'as parlé du début de cette expérimentation qui était liée à une situation pathologique précise. Est-ce que la découverte de ces principes aliesthésiques, est-ce que la pratique de ces principes aliesthésiques a amené des résultats voilà, qu'est-ce que ça a transformé dans la vie des personnes qui ont été les premières à expérimenter? Eh bien, tout à fait. Ce qu'on a vu, donc la démarche, elle s'est faite foncièrement, quoi. Il s'agit bien sûr que ce qui était l'aiguillon était sortir de l'emprise de la maladie et de sa perspective de mort, mais sa perspective mortifère qui est insupportable à l'âge de 20 ans, 25 ans, 27, 30 ans, c'est insupportable. Donc, ça a été le moteur. Il y a une espèce de colère, si tu veux, qui a été le moteur de cette recherche. Mais très vite, la recherche est partie sur un plan général, quoi. Comment l'homme doit manger, en fait, ou comment la nature a prévu que l'homme mange, en fait, si je le formule d'une autre manière. Et donc ça, on a défini la notion de carburant d'origine en faisant, je fais souvent l'analogie avec un moteur de voiture, avec une voiture. Si tu mets le mauvais carburant dans le réservoir, la voiture, elle ne va pas démarrer, elle ne va pas faire même 1 centimètre. Alors donc quel est le carburant d'origine du moteur humain? Ça, on a formulé cette question-là d'une manière un peu plus élaborée sur le plan scientifique en se demandant quelle est l'alimentation pour laquelle l'homme est adapté génétiquement. C'est une question d'adaptation génétique. Parce que dans cette relation symbiotique qu'il doit y avoir entre chaque espèce vivante et son écosystème, son biotope, il doit y avoir une adéquation. Et l'adéquation se fait, ce n'est pas simplement une vue de l'esprit ou un vœu pieux. L'adéquation, elle se fait sur la base, c'est une adéquation de la matière. La matière se fait sur la base d'une adaptation génétique de l'espèce vivante, puisque l'espèce vivante est programmée, elle est déterminée
sur le plan biologique, physique, physiologique. Elle est déterminée par son savoir-faire qui est contenu dans ses gènes, dans son potentiel génétique. Et ce potentiel génétique, il s'est construit dans un milieu, dans un écosystème dans lequel l'espèce a été présente suffisamment longtemps pour être justement confrontée à ce milieu-là, confrontée aux aliments, à la nourriture que l'espèce pouvait prendre dans le milieu. Donc, on sent qu'il y a une adéquation, cette notion d'adaptation génétique, si on veut, elle fait la part belle à l'adaptation moléculaire qu'il y a entre, disons, le potentiel digestif des individus composant l'espèce et la nourriture qu'ils trouvent dans l'écosystème dans lequel ils évoluent. Cette adaptation, cette correspondance moléculaire se fait à travers les enzymes. Je crois qu'on connaît aujourd'hui 5 à 6 000 enzymes produits par l'être humain. Cette batterie d'enzymes, eh bien, elle est adaptée pour digérer certaines molécules qui composent les aliments naturels. Et elle ne serait pas, je reste encore prudent, elle ne serait pas adaptée pour digérer des molécules qui résultent des préparations culinaires. D'accord. Et alors, en pratique, comment ça se passe? Parce que là, tel que tu le poses, c'est vrai que c'est assez déstabilisant parce qu'on a l'habitude il ne faut pas manger trop de ceci, trop de cela, des interdictions, des préceptes et ainsi de suite. Tel que tu le présentes, en fait, voilà, tu peux nous expliquer comment ça se passe en pratique? Parce que là, c'est un peu déboussolant. Oui, effectivement, c'est extrêmement déstabilisant parce qu'on a une formation tout autre dans notre rapport à la nourriture. C'est ce contact naturel avec les aliments. On aurait dû d'ailleurs l'avoir dans nos ancêtres très éloignés l'ont eu quand ils naissaient, même bébés, dès notre naissance. Donc évidemment, ça chamboule tout. Mais donc nous, on a maintenant suffisamment de recul pour l'avoir expérimenté sur un grand nombre de nouveau-nés apparus dans les gens qui ont adopté ce mode alimentaire. Eh bien, en fait, il s'agit de reconstituer en fait un panel représentatif de la biodiversité de notre écosystème d'origine. Oui. Donc, on va utiliser des fruits, des légumes, donc des plantes en fait, des parties de plantes, ça peut être des racines, des tiges, des feuilles, des fleurs, des fruits. Voilà, on va présenter ça dans un choix et puis le choix qu'on va réunir sur notre table, par exemple, eh bien, sera censé représenter la diversité nutritionnelle en fait, de notre environnement. Donc, on va présenter les fruits de saison, des fruits aussi de différentes origines. Voilà. Et puis, on va sentir les aliments les uns après les autres. Et notre odorat va nous indiquer, va nous conduire vers une réaction positive vers les aliments, les fruits ou les légumes qui nous paraissent les plus attirants. Les plus attirants étant entendu que ce sont les plus utiles à l'organisme à l'instant T. Oui, d'accord. Donc, ce n'est pas une vérité absolue, c'est vraiment relatif et c'est circonstanciel à l'instant où tu te trouves, l'état dans lequel tu es. Exactement. On ne peut pas faire de menu valable pour toute la famille. Non, non, non. On prépare un choix, le choix de la diversité la plus large possible qu'on ait au jour d'aujourd'hui, quoi. Et puis, on se met à renifler, à sentir un petit peu tous ces aliments-là et chacun va choisir, va tilter en fait sur l'aliment qui lui paraît le plus agréable. Alors, on procède par élimination. On fait un premier tour. Il y a un certain nombre, il y a les 3/4 des produits qui ne matchent pas avec nous, comme on dit aujourd'hui. Et donc, on les écarte, on les ignore, on les oublie, et puis on travaille sur ceux qui nous ont paru intéressants, jusqu'à déterminer notre champion du monde, quoi, et ce qui indique que c'est l'aliment dont notre corps a besoin maintenant, en cet instant. Et à ce moment-là, une fois qu'on a fait ça, donc ça c'est l'odorat. L'odorat nous permet de choisir. Et puis ensuite, concrètement, on va commencer à le déguster, en fait. Et en le dégustant, donc, on a ces réflexes salivaires dont je parlais tout à l'heure. Généralement, le goût confirme le choix de l'odorat. Et donc, on a du plaisir qui se développe en bouche, encore plus qu'avec le nez. On est donc inondé par une vague de plaisir. Et en fait, le plaisir, il est là comme le signal, en fait, qui nous indique qu'on est sur la voie juste, sur le bon chemin, à cet instant. Et donc, tant que c'est bon, on mange. Et puis, à un moment donné, le plaisir baisse à ce moment-là. Donc,
c'est notre goût, en fait, notre goût qui va nous indiquer la bonne dose à consommer, qui est variable, évidemment, aussi d'un individu à l'autre. Donc, c'est la détectation, enfin, c'est le fait de détecter la baisse du plaisir qui va être un indicateur sur la quantité à consommer. Exactement. On n'a pas besoin de diététicien, si tu veux. Le diététicien, il est à bord. C'est le goût. C'est le goût est accompagné des réactions métaboliques. Si on peut avoir une réaction il y a différentes sortes de réactions qu'on peut interpréter comme des désagréments. Par exemple, un RAW qui survient quand on est en train de consommer, c'est quelque chose qui traduit une petite gêne dans le transit de la nourriture dans l'ésophage jusqu'à l'estomac. Si on a un petit RAW pendant qu'on mange, voilà, il est plus prudent de s'arrêter. Si on a une sensation de réplétion, par exemple, la sensation de l'estomac plein, subitement, voilà, vaut mieux s'arrêter. C'est-à-dire que l'aliment est bon pour notre corps, mais on a une limitation qui résulte en fait de notre capacité digestive de cet aliment en cet instant, qui est forcément limitée. C'est ce qu'on appelle les signaux d'arrêt, c'est ça? Les signaux métaboliques, les signaux du corps, les signaux d'arrêt, voilà, qui doivent compléter, qui doivent être appris. On aurait dû les apprendre dès notre naissance, comme on fait un apprentissage de rattrapage. En fait, on est au cours du soir, si on peut dire, en formation professionnelle, on est en séance de rattrapage. Donc, il faut réapprendre ça petit à petit. C'est ça qui ajoute peut-être une petite difficulté parce qu'on aurait tendance à souvent manger trop, ce qui est une tendance générale pour différents facteurs dont on pourra parler si tu veux. Mais voilà, il faut acquérir la science, entre guillemets, enfin en tout cas l'expérience de ces signaux métaboliques. On peut avoir, il y en a plein d'autres, hein. J'en ai cité 2, je pourrais en citer encore une demi-douzaine largement. Oui, si tu en as quelques-uns d'autres signaux comme ça, parce que… On peut avoir simplement à un moment donné une goutte qui se forme dans le nez. Donc une goutte, donc voilà, si on a une goutte, on peut se dire qu'il faut, voilà, on a atteint la dose du moment. On peut avoir une irritation dans le fond de la gorge. On peut avoir un avalé de travers, c'est-à-dire que mécaniquement la déglutition ne remplit pas son œuvre, on avale de travers. Donc là, normalement, quand on est vraiment, on consomme un aliment en répondant véritablement à notre besoin, la mécanique de déglutition, de descente dans l'ésophage est parfaitement réglée sur le plan plastique, sur le plan mécanique. Alors, on peut avoir ça. Qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir une sensation de frilosité, par exemple, subite. On a une sensation de frilosité, donc ça, il y a un changement, voilà, c'est un désagrément. Il faut interpréter ça comme un signal d'arrêt instinctif. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On peut avoir des renvois acides, on peut avoir un mal de ventre subite, qui n'est pas la réplétion, mais voilà, quelque chose comme si… On peut avoir les glandes… Tout malaise, finalement, va pouvoir être interprété comme un signal d'arrêt. Ouais, tout malaise dans la consommation de l'aliment. Voilà, on devra s'arrêter un moment puis se dire, voilà. Et alors, on peut avoir aussi une pensée qui vient. Est-ce que je continue à manger ou pas? Donc, quand on a une pensée qui vient, voilà, c'est sans doute qu'on est à l'arrêt. Parce que normalement, on travaille, ce geste nutritionnel se passe avec le repos mental total, absolu. Mais alors, à ce moment-là, est-ce que ce n'est pas difficile de s'arrêter alors qu'on avait du plaisir? Est-ce que ce n'est pas difficile de ne pas continuer? Parce que généralement, on mange trop parce qu'on recherche le plaisir et on continue à manger. On recherche encore et encore et encore du plaisir. C'est un formidable de se donner du plaisir par soi-même, par sa propre volonté. On a l'habitude dans notre rapport traditionnel à la nourriture d'être en self-service devant le plaisir, en cours derrière le plaisir. Justement, il faut l'expérience du déplaisir, l'expérience de la crampe d'estomac, par exemple, après avoir consommé quelques bouchées de trop ou un fruit en trop ou un légume en trop. On a ce déplaisir. C'est pour nous apprendre justement qu'il faut aussi réguler notre plaisir par le déplaisir qui peut survenir à tout moment. Voilà. On voit tout de suite que ça suppose une attitude de maîtrise de soi, une attitude de maîtrise de son propre ego, qui voudrait toujours obtenir plus et qui voudrait toujours monter au nirvana à chaque instant. Mais le vrai nirvana, c'est l'obéissance, en fait. C'est paradoxal, je sais que c'est contre-intuitif, mais la vraie liberté, c'est l'obéissance, en fait, aux lois de la nature et qui se traduisent à l'instant T par l'obéissance à mon odorat, mon goût et
mes signaux métaboliques. Oui, je partage ton avis, même si effectivement au début c'est un petit peu déstabilisant. Mais alors dis-moi, Ouais. et alors à ce moment-là, quand on a ce signal d'arrêt, on s'arrête si on est quelqu'un qui, voilà, qui arrive à réfréner, parce que ça chamboule tout un petit peu cette approche, parce que ça veut dire qu'il faut être présent à ce que l'on fait, c'est-à-dire présent à ce que l'on mange, attentif à ses sensations, donc ne pas être en train de virevolter mentalement, il faut être vraiment dans le moment et dans ce que l'on fait. Et ensuite, il faut être capable d'entendre et ensuite d'obéir, c'est-à-dire de respecter cet arrêt. Donc, ça fait beaucoup de préalables. Oui, tout à fait. C'est quelque chose auquel nous ne sommes pas habitués, mais quand même, la bonne nouvelle dont je peux témoigner, c'est que ces choses, par la pratique assidue et enfin, avec le sens de l'autocritique de soi-même, le sens de l'analyse et du ressenti de son corps, je dois dire que ça s'apprend. Ça D'accord. s'apprend petit à petit, à longueur d'exercice, à longueur d'année, à longueur de temps, ça s'apprend. Et puis on arrive très très bien à des situations où on se maîtrise énormément plus, en tout cas, qu'avant. D'accord. Voilà. Et alors, Donc c'est une voie d'évolution quand même qui est assez merveilleuse pour chacun. Chacun y met l'assiduité, la concentration qu'il veut, qui met l'effort qu'il veut. Chacun progresse à sa manière. Il n'y a pas d'obligation, quoi que ce soit. et alors, une fois qu'on a fini de consommer cet aliment parce qu'on a eu des signaux qu'on a reconnus et auxquels on a obéi, qu'est-ce qu'on fait? On en consomme un autre? On s'arrête? Je propose, là, souvent dans mes stages, dans mes repas en commun avec d'autres, ben, je propose qu'il faut faire une pause. L'idéal, c'est de faire une petite pause de 3 minutes. Voilà, on fait D'accord. une pause. Pour Ça ne veut savoir. pas dire que le repas est forcément fini, mais si on se sent encore, non, si on ne se sent pas pleinement satisfait du repas, à D'accord. ce moment-là, on retourne sur le choix et on réinspecte olfactivement tout le choix, sauf évidemment l'aliment qu'on vient de consommer. Voilà. Et on D'accord. poursuit le repas de cette manière-là. S'arrêter sur un aliment, ça ne veut pas dire forcément arrêter le repas. Hein. Attention, Oui. c'est des choses D'accord. différentes. Le repas s'arrête quand on a la satisfaction pleine et entière et qu'on a plutôt envie de passer à autre chose, de plus rester à table. On a envie de quitter la table. Ça, c'est la satisfaction, j'appelle ça la satisfaction du repas. On quitte la table, voilà. Mais bon, Et alors on alors, peut manger un ou deux ou trois ou plusieurs aliments, il n'y a pas de limite. oui, et donc le respect de ces attractions spécifiques vient même Oui, bouleverser toutes les règles qu'on a de combinaison alimentaire, des choses comme ça. Là-dedans, ça c'est n'existe ça. pas finalement. Non, ça n'existe pas. On l'introduit quand même en ce sens que, ben, disons, dans un premier temps, dans la démarche, on mettait tous les aliments de la table midi et soir, donc 2 fois par jour, sans distinction de sous-catégories et tout ça. Mais bon, on s'est vu qu'il y avait des comportements issus de nos apprentissages erronés, en fait, liés à l'alimentation conventionnelle, qui entraînaient des comportements qui étaient un petit peu anachroniques. Donc, on a inventé la notion de séquence. Donc, les repas sont organisés sous forme de séquences. Tu peux détailler un petit peu? Absolument. On a donc on a une séquence de protéines dans laquelle on met des protéines végétales et des protéines animales, qui sont toutes naturelles. Hein. Donc, voilà. On a une séquence de légumes dans laquelle on met tous les légumes avec toutes les sous-catégories existantes, hein, des racines, des tiges, des feuilles, des fleurs, fruits, voilà, des bulbes aussi. On a une séquence de fruits où on retrouve tous les fruits frais. Et puis, on a une séquence qu'on appelle de produits sucrés dans lequel on va trouver des fruits secs, d'une part, et également des produits de la ruche, donc du miel essentiellement, des D'accord. miels. Et donc, Voilà. toutes les séquences, elles sont au cours du même repas ou est-ce qu'on les distingue? Est-ce qu'on les sépare? Comment ça se passe? Non, l'organisation idéale, c'est celle que j'enseigne, que j'expérimente, que je pratique moi-même et qu'on a expérimenté depuis très longtemps et qui s'est installée à travers notre expérience au long cours, en fait, c'est de faire le repas de midi, on fait généralement, il peut y avoir maintenant des exceptions, mais on fait une séquence de fruits frais, Mmh. suivie éventuellement, si on n'est pas satisfait après avoir mangé X fruits frais, d'une séquence de produits sucrés. La séquence de produits sucrés, elle n'est pas obligatoire à chaque repas. D'accord. Voilà. Ça, c'est pour le repas de midi. Pour le repas du soir, on fait une séquence de protéines. Et en général, dans la séquence protéines, il y a une petite variation, c'est qu'on ne prend qu'une seule protéine, D'accord. en général.
si on met 2 protéines dans le repas du soir, en général, on complique la digestion. Donc, il vaut mieux. Et on arrive très, très, très bien à s'équilibrer avec cette petite règle qui affecte la séquence de protéines. Ensuite, on passe à une séquence de légumes. Et là, c'est comme pour les fruits, on peut manger autant de légumes qu'on veut, différents, toujours les uns après les autres, sans mélange et sans. Voilà. D'accord, ok. Et Voilà, c'est comme ça qu'on s'organise le mieux. C'est la répartition des séquences idéale dans une journée, c'est comme ça. oui, ça, c'est l'expérience qui vous a amené à cette conclusion, l'observation, Voilà. l'expérience. C'est là qu'on a le plus de performance, c'est là qu'on a le plus de bons résultats et tout ça. Maintenant, il y a des aménagements, il y a des variations possibles. Hein. Si on ne se sent pas bien une journée, un matin, bah, on va commencer le repas de midi par une séquence de légumes, par exemple, hein, qui va nous permettre de mieux nous rééquilibrer sur le plan minéral et tout ça. Donc, on peut faire ça accessoirement. D'accord. Moi, j'ai donné le scénario au long cours, quoi, le scénario habituel. Dis-moi, le modèle là que tu présentes, dit comme ça, je pense qu'il peut être extrêmement déstabilisant sur le plan psychologique. Parce qu'en fait, tout ce qu'on connaît de la nourriture vole en éclats, littéralement. C'est-à-dire que tu me dis, ben, dans une même famille, chacun va manger ben, ce dont il a besoin. Donc, ça veut dire pas la même chose. Les quantités, visiblement, ben, on ne les sait pas a priori, donc il n'y a pas de il faut pas. J'imagine que ça peut conduire une personne à consommer régulièrement une grande quantité d'un produit si son corps lui dit d'en consommer une grande quantité, ce qui peut être quand même surprenant parce qu'on vit quand même avec des espèces de règles diététiques du style, voilà, il ne faut pas manger plus de 2 œufs par jour à cause du cholestérol, il ne faut pas manger trop de fruits secs ou trop de... Voilà, tu vois, il y a des il faut de partout, quoi. Et je pense qu'on a tous baigné dans cet esprit diététique. Sur le plan psychologique, comment ça se passe pour la personne? Parce que c'est d'un seul coup, il n'y a plus d'obéissance à des règles extérieures, mais à une règle intérieure. Et ça doit être très déstabilisant. Ouais, ça c'est tout le problème de l'approche de la méthode qui est proposée. Bien sûr qu'il y a des explications préliminaires pour expliquer tout ça, mais ce qu'on aime le plus faire, c'est de partager notre expérience et de faire goûter aux gens ce mode d'approche des aliments naturels. Et c'est leur expérience qui est édificatrice, qui va les construire. On les prévient de ça et tout ça. On agit aussi sur le fait de dire que ben, ce qu'on connaît avec notre intelligence, avec le mental, ce n'est qu'une petite partie de la réalité qui est souvent d'abord, on prétend connaître, mais en fait, on n'est pas sûr, si on regarde bien, si on gratte bien, on n'est pas sûr des connaissances qu'on avance, parce qu'elles sont peut-être vraies dans un certain créneau d'application, un certain champ d'application, mais souvent les gens les généralisent et c'est là qu'on fait des erreurs fondamentales en appliquant des règles qui sont issues d'un contexte dans un autre contexte. Donc, on apprend ça et on apprend, disons, notre apprentissage, il s'appuie sur la pratique des gens. Et on leur dit ne nous croyez pas ce qu'on dit, mais vérifiez-le par vous-même, c'est plus fort. Hein. Donc, l'enseignement, il demande immédiatement vérification parce qu'on ne passe pas une journée sans faire au moins un repas. Donc, quand on passe au repas ensemble, on vérifie par soi-même et tout le monde fait des découvertes personnelles qu'on partage collectivement. Et on voit qu'effectivement, il y a une déclinaison personnalisée de chaque comportement alimentaire. Voilà. Alors, j'ajoute en annexe de ce que j'ai dit que cette approche alimentaire contient le jeûne, c'est-à-dire qu'on va à table, on respire les aliments de chaque séquence prévue au repas, il n'y a aucune odeur qui nous attire, ben voilà, c'est peut-être que le corps n'a pas besoin de manger. À ce moment-là, si on se sent bien avec cette perspective-là sur le plan psychologique, si on l'accepte sans frustration, ben on ne mange pas. Donc cette approche alimentaire contient le jeûne. Elle contient aussi ce qu'on appelle, ce que d'autres appellent la monodiète. On peut très bien, à un repas, du soir, du midi ou du soir, on peut très bien manger un seul aliment. On fait une monodiète. Donc ça inclut ça, mais ce n'est pas dicté à l'avance mentalement. Ce n'est pas prévu mentalement. C'est pas dicté. C'est le corps qui doit. Il faut donner la parole, donner le pouvoir au corps. C'est ça qui est très difficile sur le plan psychologique et qui peut être déstabilisant. Mais à partir du moment où on commence à faire l'expérience, et l'expérience positive qui montre à chacun en fait qu'il a son propre diététicien à bord, qu'il n'a pas besoin de demander des conseils ni à moi ni à personne d'autre, ni de dépendre d'un savoir, de prétendu savoir qui pourrait s'appliquer aussi pour lui.
et qu'il a en fait les réponses aux questions qui se posent de comment bien manger en lui. Eh bien, c'est quelque chose aussi on peut le comprendre quand même. C'est quelque chose qui refonde en fait une confiance en soi extraordinairement puissante, avec des racines profondes. Hein, quand on fait cette expérience-là, c'est très fondateur, très constructeur. Oui, c'est ça que je voulais signaler quand même. C'est rien d'en parler, mais de le vivre, c'est quelque chose qui parle de soi-même. Oui, c'est une inversion complète, parce qu'en fait, d'habitude, c'est l'extérieur qui va vers le mental et qui ensuite va contraindre le corps. Et c'est comme ça qu'on se trouve des fois à manger mentalement des quantités d'aliments qui ne nous conviennent pas. Même des fois, c'est arrivé, moi, de voir des personnes qui me disaient, ah, ben, je mange ça, mais qu'est-ce que c'est dégueulasse. Mais je dis, mais pourquoi tu le manges? Ben, parce qu'on m'a dit que c'était bon pour moi. Tu vois. Et donc, il y avait cette espèce d'ambiguïté totale où ce que tu manges, qui est soi-disant bon pour toi, est dégueulasse au goût, donc tu n'en as pas envie. Ou à l'inverse, ce qui n'est pas bon pour toi, tu en as envie, tu te retrouves à manger des trucs. Et puis après, c'est ce genre de personnes aussi qui mangent des produits qui très transformés, et puis qui en même temps qu'ils les mangent, te disent, ah ouais, non, je sais que c'est très mauvais pour ma santé, mais je ne peux pas m'en empêcher. Enfin voilà, on vit dans une espèce de schizophrénie totale. Complètement, on est aux antipodes de ça. Et pour le décrire, je le décris souvent de la manière suivante en disant, dans l'approche traditionnelle de l'alimentation, on est dans une espèce de binôme qui est de prétendre connaître les besoins du corps pour commander au corps de consommer telle ou telle chose. C'est ce qu'on retrouve. On retrouve ça dans tous les régimes, dans toutes les approches alimentaires diététiques traditionnelles, disons. Alors qu'en alimentation naturelle instinctive, eh bien, ce qu'on retrouve, c'est non, je sais, il y a une chose dont la seule chose que je sais, c'est que mon mental ne sait rien. Voilà, ça. Donc je le mets de côté, je le débranche. Il ne vient pas à table, le mental, d'une certaine manière. En revanche, je viens avec mes sens, et mes sens vont me permettre d'interroger le biotope, l'environnement que j'ai de disponibilité nutritionnelle en ce moment. Je vais interroger, entendre la réponse et obéir à la réponse. Donc on est dans un cycle, non pas, on est dans un cycle d'interrogation, obéissance. Alors que dans le contexte traditionnel, on est dans un cycle de commande, de savoir pour commander. Quoi. D'accord. Voilà. Donc c'est un cycle, c'est une approche, une posture psychique, si tu veux, intellectuelle et psychique en même temps, qui est radicalement aux antipodes. Et alors, quels sont les fruits de cette transformation alimentaire sur la vie des personnes? Alors, je ne te demande pas d'être exhaustif, mais qu'est-ce que tu as pu observer? Parce que, bon, c'est une méthode qui, quand même, à première vue, peut être quand même assez contraignante en termes de bouleversement de mode de vie, très déstabilisante. Donc, quel bénéfice les personnes que tu as pu observer en ont tiré? Disons, un des premiers bénéfices, d'abord, c'est un flot de plaisir. D'accord. D'abord, le premier indicateur, c'est le plaisir. C'est un plaisir phénoménal qu'on découvre. Et si je dis cet adjectif-là, je me l'applique à moi-même au premier pas naturel que j'ai fait correctement. Voilà, dès le premier aliment, j'ai mangé dans ce repas 3 aliments, j'ai eu un plaisir phénoménal, phénoménal. Donc ça, c'est la première chose. Et c'est un plaisir, on sent qu'il est sans contrepartie pénalisante. Donc ce n'est pas un plaisir de même nature que les plaisirs que la gastronomie traditionnelle prétend nous apporter. Ce n'est pas un plaisir qui nous promet le lendemain matin la gueule de bois ou une crise de foie. C'est un plaisir net et franc et sain, qui n'a pas de contrepartie, qui n'a pas de pénalité, qui n'a pas de moins par la suite. Voilà. Derrière ça, on a une légèreté digestive immédiate. Donc, c'est-à-dire qu'on va sentir l'aliment descendre dans notre estomac, puis ensuite dans l'intestin, et on a une sorte de… Ce qui nous reste, c'est une sorte de détente de tout le système digestif, et une sorte dans les heures qui suivent, une espèce de chaleur qui s'installe au niveau de l'abdomen. Une chaleur bienfaisante, douce et bienfaisante, qui ne se remarque pratiquement pas, mais une sensation de bien-être profond. Oui, de cette satisfaction profonde. Voilà, exactement. Comme si on a l'impression d'avoir fait quelque chose de juste. Et ça, c'est extrêmement vécu, une fois qu'on le vit, c'est extrêmement gratifiant et reposant et apaisant
Et voilà, ça motive de poursuivre un peu l'expérience. Donc voilà ce qui s'installe. Un petit peu plus tard, souvent on a le sommeil qui est facile à trouver. Donc on a un endormissement qui est facile, un sommeil qui est profond et réparateur, et en fin de nuit, un réveil qui est doux et léger. Voilà. Quand on a épuisé la quantité de sommeil dont notre corps avait besoin, on se réveille tout simplement, et puis on est frais et dispo. On n'a pas la tête enfarinée, ensuquée, comme on dit. Parfois, on est clair et net au lever le lendemain. Donc, voilà les signaux qui se manifestent assez rapidement dès une première journée, par exemple, d'alimentation de cette sous-mode. Voilà, qu'est-ce que je peux dire encore d'autre? On a, au bout de quelques jours, on a une sorte de détente intérieure, de détente intellectuelle, mentale. On se sent moins embrumé, on se sent moins pris par des pensées obsédantes, par exemple, récurrentes qui tournent dans la tête. On n'a plus ce que j'appelle le syndrome du petit vélo, qui tourne dans la tête. On n'a plus de pensées obsédantes, donc plus d'obsession. On est comme détendu, c'est comme si on se levait dans une espèce de jardin d'Éden avec un ressenti nouveau, très détendu, l'esprit clair, voilà, avec l'envie de continuer ou l'envie de vivre, quoi, tout simplement. Je ne sais pas comment le dire, mais oui. Voilà ce qu'on constate très, très fréquemment, même après une journée ou 2 journées d'alimentation naturelle. D'accord. Et est-ce que vous avez vu, alors sans faire de promesses, promesses trop grandes, mais on associe souvent la pratique d'une alimentation plus crue, moins transformée, à des bénéfices sur le plan de la santé, voire même la disparition de certaines pathologies, des choses comme ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu observer aussi dans le cadre de cette alimentation naturelle qui est encore plus, a priori, encore plus adaptée aux besoins du corps qu'une alimentation crue, choisie au mental? Oui, absolument. Bien sûr qu'on a observé ces choses-là, mais enfin, ça nous est un petit peu interdit d'en parler, mais je vais quand même en parler, parce qu'on s'expose, disons, à la sacro-sainte mainmise de la médecine, en fait, sur la santé humaine des individus. Mais effectivement, on voit très, très, très fréquemment des symptômes qui ne s'aggravent plus, des symptômes même qui reculent, voire qui disparaissent. Ce qui disparaît souvent en premier, c'est les douleurs. Les douleurs s'apaisent. Les douleurs, il y a une atténuation assez rapide, même à la limite au bout d'une journée, souvent. Pas forcément toujours, mais au bout de quelques jours, dans certains cas, c'est un peu plus long, mais les douleurs s'apaisent. Donc c'est déjà beau, c'est déjà extrêmement libérateur de voir ces douleurs s'apaiser et voir disparaître. Donc ça, c'est très, très important sur le plan du psychisme des personnes qui sont atteintes de pathologies lourdes. Donc voilà ce qu'on a vu. Maintenant, non, effectivement, on ne peut pas dire, et on ne le dit jamais, que ce mode alimentaire guérit, mais en tout cas, ce qu'on dit, c'est continuer vos traitements médicaux, vos opérations, enfin tout ce qui est prévu sur le plan médical, ce que la médecine a prévu pour vous, mais ajouter une corde supplémentaire à l'arc de votre bien-être et de votre état de forme en pratiquant l'alimentation naturelle. Vous aurez une régénération plus performante, vous aurez des aptitudes physiologiques qui vont renaître et qui aideront probablement votre corps à restaurer son équilibre fondamental. D'accord, merci beaucoup Bernard. Est-ce que dans cette présentation, tu vois quelque chose à rajouter? Est-ce qu'il y a un thème que tu aimerais aborder en plus? Parce que là, ça me paraît quand même, on a balayé quand même la question de manière assez large, il me semble. On avait parlé de glossaire, je ne sais pas si tu veux qu'on approfondisse. Oui, on pourrait les mots importants, puisque c'est un nouvel univers finalement qui apparaît. Donc, est-ce que voilà les termes importants qui te paraissent un petit peu charnières? Disons, je peux déjà dire, parce que c'est connu sous différents noms. Donc, on avait parlé, au début, ça avait été lancé un petit peu sous le nom d'alimentation originelle. Donc, c'est-à-dire l'idée de cet adjectif-là, c'était de dire que c'est une alimentation qui correspond à l'alimentation de l'origine de l'humanité. En fait, c'était ça. Mais bon, après, ce nom-là a été abandonné parce que ça paraissait un petit peu trop ésotérique. Et puis, entre-temps, le public qui s'intéressait à ça, comme cette approche alimentaire remet en fonction de l'instinct alimentaire,
on a appelé ça instinctothérapie, puisque le fait de retourner aux lois de l'instinct et de faire fonctionner son instinct alimentaire a une fonction de thérapeutique, en fait. On a parlé, ce mot d'instinctothérapie est sorti. Et c'est un mot qui a été sorti par les gens qui s'intéressaient à ça, pas par les pionniers et les fondateurs. Ça a été pris en charge par le public. C'est le public qui a désigné ce mot-là, qui est d'ailleurs impropre sur le plan linguistique, parce qu'il y a une partie d'origine latine, une partie d'origine grecque. Donc c'est assez c'est pas, linguistiquement, c'est pas très cohérent. Enfin bon, ce nom s'est imposé. Alors après, on a essayé de proposer d'autres noms. Il y a eu l'alimentation progénétique, pour signaler que c'est une alimentation qui est conforme avec les données génétiques de l'espèce humaine, hein, c'est ça. Mais bon, ce nom-là, c'est pas imposé. On a pu utiliser. Donc, alors, sur la notion d'instinct, je précise quand même que l'instinct alimentaire de l'homme, les diététiciens ou de grands scientifiques vont nous dire que l'homme a perdu son instinct alimentaire. Notre expérience tend à montrer en fait qu'on en a simplement perdu l'usage. Et que si on met l'organisme humain dans des conditions propices, en fait, il retrouve l'usage. C'est comme si on avait un membre qui était bloqué comme ça sur un avant-bras, par exemple, bloqué sur son épaule, qui ne bouge pas. Voilà. Au début, c'est un peu on retrouve le mouvement, on retrouve l'utilité, la fonction. Voilà, il faut un petit temps de réadaptation, de réinitialisation et de rééducation, en fait, mais on retrouve tout à fait la mobilité d'origine, hein, en fait, tout à fait. Voilà. Donc, notre expérience montre qu'en fait, on en a simplement perdu l'usage et que cet usage peut se réhabiliter instantanément, moyennant une période de réapprentissage, bien sûr. Donc là, on était sur le nom. Alors, on a parlé d'alimentation sensorielle aussi. L'alimentation sensorielle, ça paraissait un petit peu restrictif. Donc, voilà, ça ne s'est pas imposé. Il y a eu d'autres noms. On a parlé. Alors, à un moment donné, on a voulu changer, avoir des racines linguistiques qui soient cohérentes, et on voulait vraiment se débarrasser du mot instinctothérapie, parce que le mot instinctothérapie qui s'est imposé par le public, en fait, nous mettait en porte-à-faux avec la médecine. C'est comme si la référence à la thérapie. Voilà. C'est comme si ça prêtait à la méthode un pouvoir thérapeutique. Même si la méthode, cette approche alimentaire a des effets thérapeutiques, on ne peut pas la dénommer comme ça, quoi. Donc, on était vraiment embêtés par ça, parce qu'on nous faisait sans arrêt, disons, le procès d'exercice illégal de la médecine, d'ailleurs. Donc, c'était un petit peu pénible. Donc, on a voulu, à un moment donné, se débarrasser de ce mot-là en mettant… Et on a cherché un substantif, enfin, voilà, un mot qui soit cohérent sur le plan linguistique. Et on a trouvé anopsologie. Alors, je précise, anopsologie. Ça vient du radical opson, O-P-S-O-N, qui veut dire mets préparé. Donc, on rajoute le A privatif qui devient A-N, anopso, et devant, donc et puis derrière, logie pour logos, donc étude, discours, étude de l'homme, sans mais préparé, en fait. Donc, c'est exactement, ça collait sur le plan scientifique exactement à notre démarche, quoi. Anopsologie. Donc, on a tenu ce nom-là pendant 2 ans, et puis après, bon, c'est pas passé dans le public, donc tout le monde parlait d'instinctothérapie et tout ça, c'était connu, c'est un mot qui nous a échappé, en fait. On n'a pas pu le contrôler, donc on est revenu à instinctothérapie. Donc moi, depuis, donc ce qui nous a valu un certain nombre d'ennuis d'ailleurs, qu'on peut éventuellement évoquer. Et donc moi, je suis revenu un petit peu par mon parcours, puisque j'ai été pendant 25 ans dans le Centre national où on enseignait cette méthode, cette approche alimentaire. Donc j'ai été en situation pédagogique, en fait, vis-à-vis d'un grand nombre de gens du public qui venaient nous voir au centre que nous avions en région parisienne pour apprendre, en fait, ce mode alimentaire. Donc, il y a quelques années, une quinzaine d'années, j'ai repris à mon compte un petit peu la chose, mais j'en parle sous le terme d'alimentation naturelle, bien sûr, mais ça ne veut rien dire. Ce n'est pas très riche comme signifiant, mais je précise tout de suite derrière que le mot naturel a 2 significations qui doivent être présentes, c'est-à-dire qu'on doit avoir des aliments
tels que la nature nous les donne, sans aucune transformation. C'est une première chose, mais ça, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'ils soient consommés en adéquation avec la nature des individus, des organismes. Et cette adéquation se fait par l'intermédiation en fait, d'essence, de l'odorat, du goût et des signaux métaboliques. D'accord. Voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, en fait, le focus dans l'alimentation naturelle, donc que j'enseigne, le focus, il n'est pas sur l'aliment, ça c'est très important, le focus n'est pas sur l'aliment, il est déplacé de 5 degrés, disons, sur l'interaction entre les aliments naturels et les organismes. Oui, sur la communication entre les deux, finalement. Voilà, sur l'interaction entre les deux. Voilà. On va chercher les interactions positives pour déterminer comment manger sainement, comment on doit manger. Voilà. Bernard, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'aimerais quand même, en fin d'article, préciser quand même que moi, en 2007, quand j'étais mourant, littéralement, en tout cas quand j'étais au plus mal, tu m'as généreusement tendu la main et que cette méthode, tu me l'as appris en m'accueillant chez toi très généreusement. Je ne sais pas si une référence à ça te gênerait ou pas, Ça ne me gêne pas. parce que c'est Ça ne me gêne pas parce que c'est la stricte vérité. c'est la stricte vérité et que tu as pris, tu as même pris de gros risques en accueillant quelqu'un qui était en état de santé très médiocre et tu m'as appris cette méthode avec sa rigueur et cette méthode m'a apporté d'énormes bienfaits et en particulier, d'abord et avant tout, de me détoxifier, on va dire, de toute la pensée diététique, des il faut, des il faut pas, des équilibres acido, machin chose, et de tous ces interdits finalement qu'on s'impose de, voilà, et de dire, en fait, là, on laisse la parole à l'organisme et non pas au mental. Voilà. Et c'est vrai que je témoigne que c'est vraiment, c'est une véritable révolution, encore plus dans le domaine psychique même que dans le domaine métabolique et physiologique. Parce que ça remet tout en cause. Tout en cause. Notre rapport global à la vie est remis en cause parce qu'on on change complètement de référentiel. Tout à fait. Et ce n'est pas une démarche, si c'est une démarche résolue au départ, c'est une démarche résolue parce qu'il fallait chercher, il fallait une volonté pour chercher et dénicher les erreurs éventuelles que nous commettions euh, avec, par rapport aux lois naturelles et chercher, partir à la découverte de ces lois naturelles. Alors, on ne prétend pas forcément les avoir toutes découvertes, on prétend quand même, par expérience, sur la base de notre expérience qu'on fait partager à tous ceux que ça intéresse, on prétend quand même les avoir approchés de près et les incarner aussi nous-mêmes de près. Et sur le plan psychique, puisque tu en parles, c'est effectivement quelque chose qui rénove de fond en comble le psychisme humain. Voilà, je vois très très bien les effets sur moi, ça a complètement restructuré ma vie, restructuré mes priorités, restructuré, enfin voilà, ça a donné finalement, ça m'a permis de donner un sens à mon existence que je n'avais pas jusqu'alors. Et ce que je dis là pour moi, c'est vrai pour tous ceux qui voudront l'expérimenter, voilà, voudront l'approcher, ils pourront, s'ils le souhaitent, voilà, rebooster leur vie, leur projet de vie, rebooster leur avenir, tout en améliorant le présent, et puis voilà, se donner de l'air, de la respiration, se donner envie de croquer dans la vie de nouveau. Et un des effets que je n'ai pas dit, ça me fait repenser, là, il y a une sensation au bout de quelques jours, hein, pas au bout d'un jour ou deux, mais au bout d'une semaine, 2 semaines, voilà, un mois, et encore plus, mais on a une sensation de rajeunissement profond qui se fait en soi, qui fait qu'on se sent un petit peu détaché du temps et heureux de vivre et finalement de développer notre potentiel de vie, de retrouver connexion avec nous-mêmes, avec notre potentiel de vie, et de faire les choses au plus juste, ce qui est juste pour notre corps, juste pour nous. Voilà, ça remet de la cohérence dans la vie, dans l'existence de chacun. Je trouve ça assez magique. Est-ce que tu as moyen, Bernard, d'estimer combien de personnes ont pu, parce que bon, maintenant, ça fait quand même pas mal de dizaines d'années que cette expérience, qui au début n'était qu'une expérience, c'est quand même codifiée, systématisée. Est-ce que tu as une idée de combien de personnes ont pu, en francophonie en particulier, expérimenter ça? C'est quoi? C'est l'ordre de quelques centaines de personnes, quelques milliers de personnes, plus? Ah non, 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 je pense qu'il y a quelques milliers de personnes. Mais c'est D'accord. difficile à quantifier parce que les gens nous ont approchés, sont venus se former près de nous, après ils repartent dans leur existence, on ne sait pas ce qu'ils font, on n'a pas de Oui. marqueur, on n'a pas d'institut, on n'a pas les moyens pour suivre les gens, les recenser, tout ça. Mais non, les gens qui ont côtoyé en fait notre démarche, ça se chiffre à plusieurs milliers, ouais, D'accord. plusieurs milliers. Mais D'accord. bon, 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, je ne sais pas. Mais c'est possible qu'on atteigne ces chiffres-là. Mais après, bon,
le pouvoir de la vie traditionnelle, le pouvoir civilisationnel en fait de notre culture, eh bien, elle éteint un petit peu toutes les velléités de novation en fait, de révolution, parce qu'on peut dire que c'est une démarche révolutionnaire d'une certaine manière, comme tu le sens très bien d'ailleurs Thierry. Et donc voilà, la civilisation entraîne avec elle un poids qui broie un petit peu les initiatives, disons, obliques, pour reprendre un adjectif d'un certain humoriste que nous avons connu, n'est-ce pas? Oui. Et dis-moi, d'ailleurs, ça serait peut-être ma dernière question, parce qu'effectivement, sur le plan pratique, on a du mal à imaginer marier une telle démarche avec les canons standards de la réception, du repas traditionnel. Enfin, comment est-ce qu'on peut vivre une telle différence dans un monde voilà, sur le plan culinaire, fonctionne d'une manière complètement inversée? Est-ce que ça... On vit ça, je te fais une réponse provocatrice, un petit peu, on vit ça les doigts dans le nez. D'accord, ok. Pour moi, c'est de la rigolade. C'est très simple à faire, je l'enseigne, ça. Voilà. À partir du moment où on touche quelque chose quand même qui est profondément vrai, et c'est profondément vrai parce qu'on peut le vérifier par soi-même déjà. D'accord. C'est-à-dire que ce n'est pas un discours qui a besoin de la force de la conviction, de la force de la persuasion pour pénétrer dans l'esprit des gens. Il suffit simplement de se l'approprier soi-même à travers sa propre expérience, ne serait-ce qu'un jour ou deux. Voilà, on s'approprie les choses d'une manière beaucoup plus complète et on peut en témoigner. Et ce qui fait le dénominateur commun avec tous les autres humains qui ne sont pas dans cette démarche-là, en fait, c'est qu'on a le même code génétique. On a le même code génétique, donc c'est le patrimoine commun. On est tous identiques sur ce côté-là et on fonctionne tous de la même façon. Donc, à partir du moment où tu expliques, il faut expliciter bien sûr ce qu'on fait pour ne pas se faire rejeter. Ça demande beaucoup de salive, beaucoup d'explications, beaucoup de prévenance, mais on y arrive parfaitement bien. C'est un plaisir de le faire. Et moi, je dois dire que je ne refuse jamais un rendez-vous social, jamais un repas de famille, jamais un repas au restaurant. Je ne refuse jamais, tout en préservant mon autonomie alimentaire, n'est-ce pas? Donc voilà, il y a des, je ne veux pas rentrer dans les détails ici, mais c'est très très simple à faire. Voilà, j'aime beaucoup apprendre ça à mes semblables. C'est vraiment, comme je disais, les doigts dans le nez. Ça demande des explications, de l'anticipation, de la connaissance du psychisme humain, de la prévenance, de voilà, arrondir les angles, pas le faire pour vouloir montrer aux autres qu'on a raison, ne pas vouloir avoir raison, mais quand on rentre dans la démarche, on est dans le doute en permanence, puisqu'on est dans l'interrogation en permanence. Donc, si vous voulez, si tu veux, ça crée en soi une faculté d'adaptation psychique à toutes les situations, en fait, d'une certaine manière. Je ne sais pas très comment expliquer ça, mais enfin, on sent très bien que la faculté d'adaptation physiologique qu'on a dans cette correspondance sensorielle qu'on doit avoir avec les aliments, l'aliment naturel qu'on a choisi, qu'on mange, eh bien, elle est accompagnée d'une adaptabilité en fait psychique qui fait que sur le plan relationnel, on est capable de s'adapter à n'importe quelle situation sociale. Donc, Ok. ce qui fait qu'on n'apparaît pas, alors quand je parle de prévenance, évidemment, il faut mettre les mots au bon endroit, au bon moment, il faut apprendre tout ça. Moi, j'ai fait des erreurs pendant longtemps. J'ai parlé, enfin, j'ai un petit peu exploré tous les comportements, le comportement de celui qui prétend savoir, le comportement de celui qui méprise les autres, etc. Bon, ça, on voit que si on l'expérimente, on voit que ça ne marche pas. En revanche, il y a des comportements qui marchent et ça, j'aime bien apprendre ces comportements, ces attitudes, à voir avec les personnes en fonction de ce qu'elles me racontent de leur milieu, comment elles vont pouvoir en parler autour d'elles, de sorte que leur propre expérience soit protégée et également soit une source d'intérêt pour les autres. Écoute, merci beaucoup Bernard. Je tiens à ce qu'on précise aussi dans l'article, effectivement, que tu as fait de toute cette expérience une compétence particulière pour accompagner les personnes qui ont envie de découvrir ça plus en détail. Et donc, on pourra renvoyer vers ton site et vers tous tes accompagnements, à la fois du coaching personnel et puis des Voilà. formations en ligne qui sont là, effectivement, parce que c'est un tout nouvel univers et donc se faire un peu tenir la main, comme ça a été mon cas. Donc, je peux en parler de première main puisque tu l'as vraiment fait pour moi et tout ce que tu décris là, je l'ai expérimenté et ça, je confirme que ça a radicalement transformé
mon regard sur l'alimentation est plus avant sur mon rapport à mon environnement et à mes besoins et l'expression et la nature de mes besoins. Donc, tout ça, ben, tu le transmets. Donc, on renverra les gens vers ton site directement. Si je peux me permettre une question, on va renverser les rôles, Thierry. Oui. Est-ce que tu peux dire que j'ai joué un rôle dans ton orientation vers la nouvelle trajectoire qui t'a amené jusqu'à aujourd'hui, ce que tu es? Je dirais que s'il y a une personne qui a joué le plus grand rôle, je pense que c'est toi, réellement. Et c'est pas il y a deux personnes, on va dire. Il y a toi et puis il y a les personnes qui m'ont mené à toi, c'est-à-dire Guylaine et Benoît, qui m'ont orienté vers toi, voilà, que tu connais aussi, et qui pratiquaient la même méthode. Mais c'est, oui, oui, oui. Et puis comme je le dis, c'est pas c'est loin d'être qu'une question d'alimentation. C'est-à-dire que la porte d'entrée est une porte alimentaire, mais ça rénove tellement notre rapport à notre environnement, ça inverse tellement le jeu qu'en fait, on se trouve à remettre en cause énormément de nos modes de fonctionnement. Donc oui, oui, c'est une étape fondamentale et d'ailleurs qui reste toujours, et je le dis toujours, même si je ne suis pas le pratiquant le plus assidu qui soit, ça reste mon référentiel de base. Je sais y revenir dès que possible, on va dire. Et je dirais même que quand même l'essentiel de mon alimentation se passe de cette manière-là, même si effectivement j'ai appris au début, j'avais une attitude qui était plus revendicatrice, démonstrative, tu vois ce que je veux dire? Et Oui, oui. j'ai appris à le vivre très simplement, tu vois, voilà, je prends mes légumes, hop, le sentir va, au début, tu vois, on a besoin de sentir, puis ça se voit beaucoup, quoi. Alors qu'après, on peut le faire de manière très, très discrète, sans que ça attire l'attention. Voilà. Hop, 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 et puis, voilà, et puis, je dirais même qu'il y a un moment où ça devient tellement évident que le sentir se fait d'une manière très très fluide et on communique avec l'aliment d'une manière qui est très 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 évidente quoi. Et donc c'est vrai qu'au début c'est un peu comme quand on découvre une pratique, on est un peu gauche, on est excessif dans la démarche et puis petit à petit ça devient naturel et effectivement c'est plus un problème quoi. Mais Exactement. de Ouais. loin, de loin, mon meilleur fonctionnement sur le plan alimentaire est un fonctionnement dans lequel je suis avec des aliments bruts, non transformés et avec une approche sensorielle, instinctive, basée sur mes appréciations olfactives. Ça, je n'en démords pas et j'ai jamais renié tout ça et c'est une évidence. Je pourrais dire un mot qui me paraît aussi traduire un petit peu ça. On développe en fait une nouvelle forme de relation avec les aliments qui est plus intimiste, quoi, Oui, hein. tout à fait. On a une proximité, on a une interaction avec les aliments, c'est plus intimiste, c'est plus personnel. De toute façon, c'est personnel. La réponse, elle est toujours personnelle. Et d'ailleurs, dans le prolongement de cette idée-là, je voudrais dire la chose suivante aussi, encore un élément qui me paraît important, c'est que euh, tout cela paraît extrêmement rigoureux. Et pour les gens qui me connaissent, moi, j'ai une formation scientifique, mathématiques, physique, chimie, tout ça, sciences fondamentales, assez strictes. Donc, mais si vous voulez, sur le plan humain, je suis plutôt coulant. Mais ce qu'il y a, c'est que les lois naturelles sont assez strictes, sont très strictes. Et donc, comme notre problématique, comme je l'ai dit précédemment, c'est d'essayer de les découvrir et de leur obéir, donc ça peut donner parfois à ce que je dis quelque chose une connotation très austère, très stricte. Mais ce n'est pas, mais personnellement, sur le plan humain, je ne suis pas du tout austère, je suis plutôt très coulant, très adaptatif à chaque personne. Mais c'est les lois naturelles, elles sont strictes, elles sont intangibles. Si on veut les contourner, en fait, ben, on le fait à nos dépens. Donc, c'est de ça que je témoigne, que je me dois de témoigner. Donc, ne déchiffrez pas une certaine forme d'austérité dans mon expression, ma pensée. Si vous le voyez, c'est une traduction, en fait, du fait que les lois naturelles sont strictes. Regardez les lois naturelles des autres espèces vivantes. Hein. On sait très bien que si une espèce, un individu d'une espèce ne sait pas fuir suffisamment efficacement devant sa proie, eh ben, elle se fait gober, elle se fait détruire. Donc il y a une exigence, il y a quelque chose qui est très strict au niveau de ces lois Oui. naturelles, quoi. Oui, les lois naturelles, de toute façon, elles n'ont pas à être cool ou pas cool, elles sont justes et puis c'est tout. Et puis Voilà. voilà, la question ne se pose même plus quoi. Absolument, elles existent par elles-mêmes. Mais, disons, je précise cette chose-là parce que souvent on me dit t'es strict, t'es trop strict. Moi, je préfère Après, plus de liberté et tout ça. oui, Paradoxalement, et c'est contre-intuitif, l'apprentissage de la vraie liberté
se fait dans l'obéissance aux lois naturelles. Ouais, je crois que c'est une L'obéissance phrase. la plus parfaite aux lois naturelles, c'est là qu'on trouve le plus grand degré de liberté. Je Je crois que sais, c'est fondamental. c'est contre-intuitif, mais c'est fondamental. Ouais, c'est fondamental. Alors, je te rejoins, je reprends tes mots à 100%. Et voilà, je te redis ma gratitude parce qu'effectivement, c'est le socle fondamental sur lequel j'ai construit mon changement radical de vie en août 2007 quand je t'ai rencontré et je te remercie.